Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons maintenant envisager une expérience de pensée avec des corps en chute libre. Alors, nous avons le sol et on considère une hauteur h. À cette hauteur, on a un électron et un positron. L'électron est une petite particule légère de charge négative, de masse m, et le positron est également une petite particule de charge positive, de masse m, c'est son antiparticule. Lorsqu'elles se rencontrent, elles s'annihilent pour se transformer en photons. Donc en rayonnement lumineux, plus exactement du rayonnement gamma. On considère que ces deux particules tombent en chute libre de la hauteur h. On néglige les frottements de l'air ou tout autre processus qui pourrait les ralentir. La théorie newtonienne nous dit que l'énergie potentielle d'une telle particule est donnée par mgh, où g est l'accélération de la pesanteur. Évidemment, ici, nous sommes en relativité générale, mais si on a une gravité modérée, comme sur Terre, la Lune, ou même la surface d'une étoile, et si on considère des hauteurs pas trop grandes, pour ne pas que G varie fortement, ce qui compliquerait un peu l'analyse, sans la changer essentiellement d'ailleurs. Mais pour simplifier, on considère que G est quasiment constant, voilà, et donc, là, la théorie de Newton donne l'énergie potentielle et elle est très très bien vérifiée par l'expérience, il n'y a pas de problème. Lorsque le corps tombe en chute libre, il accélère, l'accélération de la pesanteur, G, et le calcul avec cette accélération de la pesanteur montre que cette énergie potentielle se transforme en énergie cinétique identique mgh. Donc l'énergie potentielle est totalement transformée en énergie cinétique. On suppose maintenant, et alors donc l'énergie totale d'une particule est donnée par la relativité, c'est-à-dire mc carré, son énergie au repos, plus l'énergie cinétique mgh. On va donc supposer maintenant que l'électron et le positron s'annihilent au niveau du sol dans un dispositif et créent deux photons. Alors, la conservation d'énergie, tout comme l'expérience, montre que cela crée deux photons d'énergie identique. Énergie totale identique pour deux photons, deux particules, deux photons, donc la même énergie. Et on suppose que le dispositif est créé de manière à ce que les deux photons soient renvoyés vers le haut. En arrivant vers le haut, ils montent dans un puits de potentiel. On peut pas supposer que l'énergie est conservée, resterait identique. Donc on doit supposer que, arrivé au-dessus, l'énergie des photons est E'. En bas, ils ont une certaine fréquence nu, et au-dessus, ils ont une fréquence nu'. Au-dessus, on imagine un autre dispositif qui retransforme les photons, ces deux photons, en un électron et un positron. Avec des photons gamma, ce dispositif peut se faire avec des noyaux nucléaires, par exemple. Bon, le procédé n'est pas très efficace, mais c'est possible. La loi de la conservation d'énergie, qui est un monument de la physique, qui est basée sur l'invariance des lois physiques avec la translation dans le temps, et comme les coordonnées sont des coordonnées, la coordonnée du temps est arbitraire, on a automatiquement la conservation d'énergie, on peut presque dire que l'énergie est une grandeur qui est construite exprès pour être conservée. Donc avec la conservation d'énergie,
on constate que on va créer un électron et un photon et un positron au repos. Donc au départ, là, ils sont au repos. On les crée au repos, et donc, puisqu'on a un cycle complet, que l'énergie est conservée, E' doit être égal à mc carré. La mécanique quantique nous dit aussi que l'énergie d'un photon est reliée à sa fréquence. C'est la constante de Planck fois la fréquence. Et donc, on doit avoir que h nu, en prenant toutes ces relations, doit être égal à h nu prime plus mgh. Cette relation ne fait que nous dire que les photons se comportent comme les autres particules. Quand ils ont une certaine énergie ici, en grimpant de hauteur, une partie de leur énergie est transformée en énergie potentielle. Donc, cela veut dire que le photon, en montant vers le haut, en sortant du puits potentiel, subit un décalage vers le rouge. Sa fréquence diminue, sa longueur d'onde augmente, avec un décalage vers le rouge donné par 1 plus z égale h nu sur h nu prime, c'est-à-dire 1 plus g h sur c carré. Et on voit que le résultat donne un décalage vers le rouge qui ne dépend pas de la masse des particules qui ont servi au raisonnement, ni de la constante de Planck d'ailleurs. Elle ne dépend que de l'accélération de la pesanteur, la vitesse de la lumière et la hauteur considérée. Voilà donc un résultat intéressant. Il dit que les photons, la lumière qui part vers le haut, subit un décalage vers le rouge, dû à la gravité. On appelle ce phénomène le décalage vers le rouge gravitationnel. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cet effet n'est pas un effet direct de la relativité générale. C'est un effet de la gravité en soi et de la conservation de l'énergie. C'est la seule cause, ce sont les deux seules causes qui provoquent ce phénomène. Gravité et conservation d'énergie. Et donc c'est un élément important à prendre en compte. C'est un élément robuste, très solide. La question se pose aussi, est-ce qu'on le mesure? Oui, on le mesure, sans problème. On le mesure facilement avec des satellites, en échangeant des ondes radio avec eux du sol vers le satellite, ou on peut le mesurer aussi, même au niveau du sol, en utilisant une tour. Des scientifiques ont effectué cette expérience. Ils ont utilisé des atomes avec une transition électronique, ce qui permet une mesure très fine de l'énergie des photons émis et reçus par les atomes. Et en plaçant des atomes au-dessus et en dessous d'une tour, ils ont pu vérifier la baisse d'énergie des photons qui montent au-dessus de la tour, et ils ont pu vérifier cette relation avec une grande précision. On peut aussi le vérifier avec les étoiles, comme le Soleil. Il suffit là d'observer les raies spectroscopiques, donc les raies des atomes qui sont à la surface du Soleil, observer leur fréquence. Pour venir jusqu'à nous, ils doivent sortir du potentiel, du puits de potentiel du Soleil, qui est très grand. Évidemment, après, ils arrivent sur Terre, ils redescendent le puits de potentiel de la Terre, mais qui est rikiki par rapport à celui du Soleil. C'est donc surtout la sortie du puits du Soleil ou de l'étoile qui provoque alors un décalage des raies spectroscopiques. Et les raies spectroscopiques peuvent être mesurées avec une très très grande précision. Et c'est même un moyen qui peut être utilisé pour mesurer la masse d'une étoile. Si du moins d'autres effets parasites ne viennent pas perturber les mesures, comme l'effet Doppler.
ce type de mesure est très précis. Par exemple, sur Terre, pour une hauteur de 1000 mètres, par exemple, le Z est de 10 exposant moins 13. 10 exposant moins 13. C'est donc très très petit. Et l'expérience avec la tour, c'était une centaine de mètres. Hein. Donc c'est 10 exposant moins 14. Donc on peut faire des mesures extrêmement précises, même pour cet effet qui est très faible. Et donc cet effet est très bien documenté. Et c'est un élément important dont on va devoir tenir compte. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre expérience de pensée qui va montrer que, en présence de la gravité et de la relativité, on doit avoir un espace courbe. Cette expérience utilise ce résultat, très solide, et montre indubitablement que l'espace ne peut pas être euclidien. D'où l'abandon du postulat de l'espace euclidien. Nous verrons cela la prochaine fois. Je vous remercie.